faut que chaque mot soit agréable à prononcer. Faut pas qu'il y ait de mots difficiles, une liaison un peu molle, parce qu'avec la nervosité, ça devient à un moment donné insoutenable. Et puis, il faut que ma bouche puisse faire le travail d'elle-même. Vous l'avez reconnu, il fait des spectacles d'humour, il anime des galas, il est comédien, il est parfait. On va jaser avec lui de la place de la langue française dans son métier. Je me nomme Danny Turcotte. Dans le balado Fou des mots, on parle de la langue et d'humour avec Louis-José Hood. Salut, ça va? Ah oui, merci. On commence directement dans le sujet. Ton rapport avec la langue française, c'est quoi? Il est bien heureux. Moi, j'ai des parents là, qui appliquaient le français là, de façon tout à fait fière et honorable, notamment mon père. Ben, les deux, mon père, franchement, là, est toujours tout un artiste du verbe. Puis il est très, très fier de parler français, puis il nous a transmis ça, mes sœurs et moi. Puis plus tard, vu que je fais le métier d'écrire la chose comique, même si des fois on emploie toutes sortes de termes puis de jargon, il reste que j'essaie de défendre le français du mieux que je peux. De le lire aussi, je lis beaucoup, puis donc ça agrémente un peu mon écriture. J'adore manier ça là, du mieux que je peux. Je trouve que c'est une langue qui est complexe, mais... Qui est riche aussi. Qui est très riche, puis qui est colorée, puis qui n'est pas toujours la plus efficace quand on fait de l'humour parce qu'elle est longue. Il y a beaucoup de détours. L'anglais est punché en général. Oui. Et nous, des fois, il faut faire un petit peu plus de jazz puis de détours là, pour se rendre au but. Mais c'est pour moi des moments magnifiques là, que je passe à peaufiner mes petites affaires. Puis toi, ton quota d'anglicisme, t'en as-tu un? Tu t'en accordes combien, mettons, dans une conversation? Quand j'étais plus jeune, je m'en accordais davantage. Disons, je faisais un peu moins attention, je pense, sur scène et dans la vie. Puis avec le temps, en devenant un lecteur le plus assidu puis discipliné, j'ai trouvé au fil de mes lectures façon de m'exprimer à peu près totalement en français. Là, Maintenant, dans mes spectacles, je fais vraiment attention, en tout cas. Dans la vie, je sais pas, mais dans mes spectacles, il y en a, ils sont présents. On en fait tous, là. Ouais. C'est drôle, parce que je viens d'écrire quelque chose pour peut-être un futur numéro sur l'état du français, puis je fais la remarque un moment donné que quand il est question d'avoir un flat, c'est correct quand tu arrives au garage à Potton, là, le long de la 243, ou quelque chose comme ça, puis t'as un flat, puis t'arrives chez Garage Kenny Guénette. Moi, je suis déjà allé. Je me connais. Puis t'as affaire à Kenny et son complice Johnny, puis si t'as pogné un flat, tout ce qui suit peut se passer en anglais. Là. Un towing, un bearing, un boat, une cour à scrap. De temps en temps, c'est correct. Il y a des sections où on tolère plus que d'autres. Il y a des départements dans lesquels on... surtout en technique et en informatique. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour ce qui est de mes spectacles, je fais un effort pour... Je me dis, il y a sûrement quelque chose en français de plus... Puis des fois, ça surprend plus aussi. Mais tu parlais des bijoux de ta grand-mère. Comment tu les avais appelés? Les granny? Ah, c'est ça. Oui, il y a le granny bling. Le granny bling. C'est ça, je me suis permis ça. Mais juste après, je dis la breloque de mamie. Ah ouais. C'est dans le même segment. Mais Granny Blink, c'est quand même drôle aussi. Ben, ça danse. Ouais, ça se pose ça bien. jazz. Mais on sent que la littérature t'a contaminé peu à peu dans tes titres de spectacle. Oui. Parce que le premier, c'était Louis-José Hood. Oui. Puis là, un moment donné, tu t'es mis à lire. Puis là, l'autre, c'était Suivre la parade. Ouais. Puis il y a toujours un petit côté littéraire, les heures verticales. Ouais. On sent que t'as pogné de quoi, là. Non, mais c'est beau. Ça vient d'où, ça, les heures Ça vient verticales? de Voyage au bout de la nuit de Céline. Ben voilà. Que j'avais lu au Vietnam. J'étais peut-être un peu chaud. Puis je m'étais dit, je trouvais que ça représentait bien, je sais pas, la vie, la journée, le quotidien. Quand t'es debout, ouais. Le stand-up comique, le stand-up debout, les heures verticales, tout ça m'avait. Préfère novembre, j'aime ça aussi. Ça, c'est comme une contre-attaque à dehors novembre, des colocs. Involontairement, j'étais conscient que c'était cousin un peu, là, ça fait penser à ça beaucoup, mais c'était plus pour mon amour du mois de novembre, mon amour de l'automne et d'une certaine tranquillité. Qui est à contre-courant, là? Oui, je suis un gars qui aime une certaine tranquillité, ce qu'on soupçonne pas de moi beaucoup. Donc, novembre, que tout le monde haït, moi, c'est un mois qui me plaît énormément pour toutes sortes de raisons. Puis l'autre spectacle, 1000 mauvais choix. Oui. Ça, j'ai lu ça dans un roman de David Goudreau, en fait. Le troisième là, de La Bête, là, c'est sa trilogie La Bête. Oui, je suis tombé là-dessus. Le processus d'écriture était assez avancé. Puis je suis tombé sur ce terme-là, puis je trouvais que ça cadrait parfaitement. C'est un show de débâcle un peu, puis donc ça vient encore là d'une lecture. Et pour toi, le titre d'un spectacle, c'est important. Parce que pour plusieurs humoristes, c'est plus ou moins important. Tu vois, mon premier, tu disais, il était éponyme, là, c'était juste mon nom. J'avais rien trouvé qui... c'est dur de trouver un titre. Oui.
puis tu vas être pris avec toute ta vie. Oui. Et puis moi, au début, j'ai pas le nom le plus commun au monde. Là, quand je commençais, je trouvais que c'était suffisant là, pour me présenter. J'aime ça quand je vois des collègues là, qui font un effort de trouver un titre un peu lointain ou recherché. Là. C'est beau. Nous autres, ça s'appelait Prise 2. Ça, c'est pas fort. Hein? Non, mais tu sais, ouais, je me rappelle, tu le dis, là, on s'en souvient. Il y en a un que j'aimais de Michel Barrette, ça s'appelait Quelques excès. Tout simple, ça dit tout. Puis ça va bien avec le personnage. Très bien avec Michel, puis je trouve ça beau en même temps. Ça, c'est un titre que j'avais aimé. On sent l'importance de l'écriture. Pour toi, c'est comme sacré. Hein? Il y a des rituels. T'es un peu maniéré, finalement. Non, mais c'est de telle heure à telle heure, puis c'est dans tel état d'esprit. Oui. C'est beau, là, mais... Oui. J'aime ça. J'envie beaucoup, moi, les écrivains, là, les romanciers, là, les gens qui font le métier d'écrire de la fiction. T'es pas né dans la bonne époque, toi. Non, pas vraiment, non. À plein de niveaux. J'aime connaître les rituels des auteurs, là, puis je m'en inspire un petit peu. Donc, j'ai une routine du matin. Tu écris debout sur un écritoire. Non, c'est pas... Cela dit, je suis quand même très malléable et flexible. S'il y a un imprévu, s'il y a des travaux à la maison, quelque chose. Nous, on écrit des choses qui vont être parlées, hein, qui vont être racontées. Puis on dirait que des fois, quand tu arrives d'une discussion avec des amis ou en rentrant d'un souper, tout ça est très vif. OK? Puis, donc oui, j'aime ça m'installer le matin avec mon café, là, regardant dehors. Mais je trouve que des fois, dans le feu de l'action, ou quand il y a une brassée de lavage, ou il y a quelqu'un qui arrive, ou un appel entre deux choses, des fois, il va arriver une petite phrase magique. Puis il faut toujours être très, très à l'affût de ça. Il y a quelqu'un qui a dit que la création, c'est pas de trouver les idées, c'est d'être attentif quand elles se présentent. D'être l'éponge. Ouais. Je pense que dans l'humour, en tout cas, c'est très vrai parce que c'est des fois, le moment, ce que tu cherches va se présenter à toi. L'idée comique, elle va se présenter, puis il faut que tu l'attrapes, puis après ça, que tu la travailles. Faut pas que tu l'oublies. C'est ça, faut que tu notes. Et t'as-tu des carnets que tu traînes ou ton téléphone? Oui, très carnet. Moi, j'ai deux formats de carnet. J'ai mon carnet officiel. Quand je disais que t'étais maniéré, voilà. Oui. Une preuve encore. Puis j'ai un tout petit carnet. J'écris à la main, puis après ça, ce qui est décent, je mets ça à l'ordinateur. Est-ce que tu penses que la lecture, le fait que tu lises beaucoup, a changé ta façon d'écrire? Je pense que oui. J'ose croire que oui, pour le mieux. Des fois, je dis pour le mieux, mais des fois, il faut faire attention de pas... Il faut rester drôle. Ouais, il faut rester drôle. Il faut rester concis aussi. Il m'est arrivé des fois d'écrire des trucs, tel mot. Je travaille beaucoup avec un thésaurus puis un dictionnaire des idées pour trouver des fois, si je travaille sur tel type, sur une blague, sur tel sujet, mais aller voir des mots associés à ça pour un peu colorer ça puis surprendre. Mais ça... faut être prudent parce qu'il faut pas que ça devienne... faut que le public comprenne. Ouais, c'est ça donne rien d'être des mots trop longs si un mot court fait l'affaire. T'sais. Faut pas sentir l'écriture. En tout cas, dans ce qu'on fait, il faut pas entendre les jokes. Il faut pas entendre le texte. Faut faire croire que c'est spontané puis improvisé. J'aime beaucoup la sonorité des mots. T'aimes ça? Ouais. Certains mots, comme tu tripais sur les mots en « et ». Ouais. T'as comme abusé de ça? J'ai abusé de ça un petit peu. Ouais, c'est devenu moins drôle ou quoi? Je sais pas. Mais je me suis rendu compte de moi-même. Personne ne m'a dit, Louis, moi, ça suffit, il y a trop de mots en « et » dans tes shows. Là, mais je sais... faut être conscient aussi c'est une recette. C'est éthique puis c'est pli. C'est réflexe. Puis je trouvais qu'il y a peut-être un peu une recette. Puis trop de mots en K aussi, puis en P, puis en consonne forte. Mais il faut pas juste que ce soit ça, parce que on sait qu'on se met à entendre l'habitude, puis faut pas, tu sais. Fait comme j'ai eu une phase de « et », là, je suis plus... T'es dans quelle phase? Là, je suis plus dans... Le mot « disgrâce », que j'arrête pas d'essayer de placer partout. Ah ouais, t'as une fixation sur la disgrâce? Le mot « disgrâce », je trouve ça bien drôle. Est-ce que t'en as parlé à ton psy? Il y a sûrement un lien. En disgrâce. Je pense que je l'ai dans le Mille mauvais choix. Je pense que j'ai réussi à le mettre quelque part. Ça me fait bien rire, ça. Je voulais le mettre dans le titre, en fait, de Mille mauvais choix. Je voulais qu'il y ait le mot disgrâce. Puis là, mon gérant a fait « Écoute, je suis pas certain. » Est-ce que tu penses que les humoristes ont une responsabilité par rapport à la langue française? Pas... L'important, c'est de rire ou... que dans ton rire, tu peux quand même essayer de peaufiner un peu le langage? C'est une question vraiment intéressante. Je pense que c'est un atout. Pour moi, j'aime quand j'en vois un ou une qui a fait l'effort, disons. C'est pas un devoir, comment je pourrais appeler ça? Moi, j'ai une espèce de fierté, tu sais, à bien utiliser la langue là, dans les mesures de mes capacités. Puis, tu sais, je pense pas que Mike Ward fait d'efforts là, pour... puis son public, il aime ça comme... Tu sais, c'est ça l'affaire. Notre mandat, c'est aussi de faire rire. C'est sa couleur à lui. C'est ça. Ça fait un peu partie de sa couleur de parler un français comme il parle.
En écriture humoristique, qu'est-ce qui fait qu'un mot est juste et qu'un mot est pas juste? Comment tu fais pour choisir le bon mot? C'est pas évident. Ça, c'est les gens qui vont décider. Ah oui, c'est vraiment au rodage, c'est ça? Oui, c'est à ça que le rodage sert. Puis, tu vois, en ce moment, je rode un petit segment où je disais la ligne de façon affirmative, puis ça riait correct. Puis j'ai transformé la ligne en une question. Ça a tout changé? Puis ça change complètement. Parce qu'on dirait que les gens, ils la reçoivent mieux. Je disais, il n'y a rien qui te rappelle plus qu'on est mardi qu'un hamburger steak. Puis là, j'ai changé ça pour, y a quelque chose qui te rappelle plus qu'on est mardi qu'un hamburger steak? C'est un mot. Tu veux, ça a marché. Tu vois, regarde, t'es hilar. Mais c'est un mot, puis un point d'interrogation à la fin, puis ça y donne une autre musique, on dirait. Mais les subtilités dans l'écriture humoristique, moi, ça m'a toujours impressionné. Là. Tu changes un mot, une vitesse, une affaire, tu changes un petit peu ta façon de le livrer, puis ça change tout. Ça rit 2 fois plus parce que tu changes ça. Puis si tu oublies une virgule ou tu oublies un mot ou tu accroches une syllabe, ça tombe à plat. C'est ça qui est brutal. L'échec est assez... C'est pour ça que le rodage est long. Parce que tu vas te concentrer sur 3-4 lignes un soir, puis pendant ce temps-là, tu vas faire 8 autres erreurs sur quelque chose que tu n'as pas revisé avant d'y aller. Et comme tu dis, le nombre de petits détails est infini. Et même après 200 shows, parfois, tu vas trouver la façon de le dire après 200 shows. Oui, après que tu l'aies tourné, après que tu l'aies capté pour la télévision, c'est là que finalement, c'est sans fin. Puis moi, je trouve ça, cela dit, très intéressant, tout ça, et très Parce que fascinant. chaque gag devient comme un petit bijou que tu as travaillé, C'est comme des petites chansons, des fois. Ouais. Puis, Manu, tu te rends compte au show 208 que, quand je respire là, des fois, c'est des respires, hein. Des fois, c'est dans... Il faut pas que ça paraisse qu'il y a eu du travail. Non, c'est ça. Des fois, c'est dans le minimalisme aussi. Des fois, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire moins. Des fois, t'as une ligne qui se veut être le punch, puis tu te rends compte que t'as 3 rires, en fait, dans cette ligne-là, tu sais. Parce que des fois, c'est bien que les gens ils rient par anticipation. Moi, j'aime ça faire ça. Je veux dire, ils voient l'image s'en venir. Au lieu de servir une ligne de 10 mots d'un seul coup, je vais en dire 3-4, je vais reculer un peu, puis là, ils vont l'anticiper, puis là, je vais ajouter. Ça, ça on découvre ça à force de le faire, en rodant le matériel. Toi, t'improvises-tu? En rodage, je me permets beaucoup, ouais. Mais après, quand c'est placé, c'est comme un ballet, là. Ouais, complètement. C'est vraiment comme une partition. Puis il arrive un point où, en fait, c'est bien parce qu'il y a des morceaux qui sont vraiment là, cristallisés là, puis qui bougent pas du tout. Et il y en a qu'on dirait qu'ils veulent pas se poser, ils veulent pas se placer. Puis à chaque soir, je vais leur envoyer une musique différente. Ça, c'est encore là, personne ne décide de ça. J'ai beau vouloir les placer, ça veut pas. Je suis pas capable de me souvenir. On dirait qu'il faut que j'y aille vraiment spontané, puis ça marche comme ça. Puis il y a des trucs vraiment placés que quand j'essaie de les défaire puis de les refaire pour avoir l'air plus vrai, c'est pas bon. Mm-hmm. Puis les meilleurs numéros, en général, c'est ceux qui ont besoin de moins de travail, on dirait. Ça, c'est fou. Ouais. Parce que tu l'as tout de suite, ça marche. Quand ça s'écrit tout seul, entre guillemets, là, souvent, c'est là que c'est le meilleur. Faut pas s'empêcher de peaufiner après, là, puis d'ajuster. Mais quand un numéro vient au monde là, d'un jet, normalement, là, ça va être dans tes meilleurs. Puis quand tu as besoin de trop bûcher sur un texte, c'est peut-être parce qu'il est pas bon. Tout à fait. J'ai vécu ça. Plein de fois, je me suis acharné sur des affaires à maintes reprises, puis on dirait que... Non, il y a un numéro qui était dans mon 2e show que j'ai fait pendant des mois sans qu'il y ait le moindre mot écrit. C'est une improvisation que j'avais commencé. Puis je l'écrivais pas, puis je le faisais un peu là, comme ça à chaque soir. Puis ça a été des mois sans avoir un texte, tu sais. Puis lui, il a vécu comme ça. Il a fait sa vie comme ça. D'autres, c'était au mot près, tu sais. Au Québec, on est comme un peu des hybrides entre l'Angleterre et la France. Ouais. Toi, tu t'identifies plus... T'es-tu plus croissant ou œuf bacon? Plus œuf bacon, moi. Tu sais, j'ai passé... Le côté anglais des Anglais d'Angleterre, on l'a aussi, ça. C'est ça. Mais tu sais, j'ai passé quand même pas mal de temps en France pendant quelques années pour faire des spectacles dans un petit théâtre là, dans le Marais. C'était fantastique. Je me suis aperçu en travaillant là-bas que on a le français en commun, mais pour ce qui est du travail d'humour, à tout le moins, on est quand même beaucoup plus branché sur la façon de faire américaine, selon moi. Un humoriste bilingue là, qui voudrait traduire ces choses en anglais, je pense, aurait moins de trouble que de s'adapter à le faire en France. C'est un autre fuseau horaire, c'est une autre façon de faire, même si on a ce français-là, là, que s'ils font pas d'efforts, ils le comprennent pas. Je trouve qu'on a moins de points communs, en tout cas dans la façon de faire pour ce qui est de l'humour, que les Anglais ou les Américains. On parlait du gala de la 10, c'est important pour toi? Oui. Écrire pour le gala, c'est-tu différent que pour un spectacle? J'imagine que oui. Oui, c'est très intéressant. C'est un très grand défi parce que, bon, c'est ça, c'est en direct.
Il y a un sujet imposé, évidemment, et puis c'est à heure de grande écoute. Je pense que c'est le seul vrai direct qu'un humoriste peut faire, là, je veux dire, à la télévision. Il faut que je sois extrêmement concis, très efficace. Chaque phrase est vraiment préparée avec un minimum de pieds, là, de syllabes possibles. Il faut que chaque mot soit agréable à prononcer, parce qu'avec la nervosité, ça devient à un moment donné insoutenable. Et puis il faut que ma bouche puisse faire le travail d'elle-même. Faut pas qu'il y ait de mots difficiles, une liaison un peu molle. C'est répéter, puis tu vas même le roder aussi. Ah, je le rode une trentaine de fois. Trentaine de fois? Oui, comme il faut. 40 cette année même. Fait que tu récites ça comme une prière, là, ton texte. Comme un numéro qui pourrait être dans mon comme spectacle. Comme une vieille religieuse qui fait son chapelet. Exactement. J'aime ça le connaître sur le bout de mes doigts. Je le fais sans texte parce que je veux pas dépendre là-dessus. Puis ça devient comme un numéro de mon spectacle. Je le fais aussi si je suis en tournée pendant un automne. Là, je vais roder le numéro de la disque comme au rappel, si tu veux, de mon spectacle. Je le fais en bonus à la fin. Il faut que ça devienne quelque chose de vraiment agréable à jouer. Il faut pas que ça devienne un stress puis que ce soit des jokes écrites par d'autres la semaine d'avant. Là, moi, je suis pas capable de... Il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Moi, je peux pas. Mais j'adore le défi de faire 8 à 10 minutes où le premier 3 minutes, les gens sont nerveux. C'est un gala de prix. C'est difficile, mais c'est très, très, très agréable quand on y parvient. Puis, c'est un peu comme aller aux Olympiques pour toi, parce que tu te prépares d'avance, puis les jours avant, tu fais des efforts, tu fais attention à ce que tu manges, tu te couches tôt, tu prends pas d'alcool. Oui, je passe 2 mois sans alcool. 2 mois. Ça, je trouve beaucoup de satisfaction puis de plaisir. Le plaisir de créer, c'est le fun. C'est vraiment galvanisant, je pourrais dire peut-être. C'est stimulant de travailler sous pression. Une pression raisonnable, mais une belle pression, une espèce d'urgence raisonnable. Ça, c'est fantastique. Là, j'ai fait des premières de spectacles, comme toi, j'ai fait toutes sortes de choses, mais encore là, je cherche un synonyme pour high. Cette adrénaline, cette drogue-là. Je veux dire, c'est une drogue, en fait. Ouais. Ce thrill, ben non, on n'est pas capable de... En tout cas, ça se compare à pas grand-chose. Comme animateur de la disque, est-ce que tu t'obliges à écouter de la musique francophone ou t'aimes vraiment ça? Ben moi, j'avais accepté ça parce que c'était déjà dans ma vie, la musique francophone. Encore là, de par mes parents qui avaient une pile de vinyle comme tout le monde là, à l'époque. Et puis, j'étais tombé là-dedans très jeune. Et puis après ça... Je suis sûr que t'as une pile de vinyle. T'en as, toi? Ah oui, j'ai plusieurs piles. Ah ouais. Non, mais le geste d'aller mettre le disque... Ah, complètement. Avec la petite aiguille. Oui, même que j'ai jamais... mes parents avaient ça à la maison, puis... Dans mon premier appartement, j'avais une table tournante déjà là, quand j'avais 18 ans, là, puis j'ai toujours eu ça. Donc oui, le rituel, ça me plaît beaucoup. Ce qui va très bien avec le mois de novembre dont on parlait plus tôt. Donc oui, c'était déjà dans ma vie. Moi, j'étais déjà bien au fait là, de la musique, de la chanson d'ici quand ils m'ont offert ça il y a presque 20 ans maintenant. Donc c'est un mariage facile. J'ai pas à me forcer pour en écouter. Puis à chaque année, je fais des découvertes. Puis c'est vraiment un grand plaisir. La langue française au Canada, au Québec, est-ce que tu es une personne qui est optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir de celle-ci? C'est difficile parce que je connais mal la réalité là, de chacune des provinces. Moi, j'ai fait des tournées pan-canadiennes dans les communautés francophones partout au pays. Et ce fut à chaque fois un plaisir. Là, absolument. Mais vraiment, là, tu sais, certains des meilleurs spectacles de ma vie, ça s'est fait à Winnipeg, à Sudbury, à Toronto, à Vancouver, tu sais, puis dans des maritimes beaucoup, à Moncton, etc. Moi, je trouve ça beau de voir ces gens-là. Mais eux, c'est une lutte au quotidien. Complètement. La dernière fois que je suis allé à Moncton, il y avait justement le premier ministre là, du Nouveau-Brunswick là, qui venait de... Qui parle pas français? Pas du tout, puis qui voulait... abolir le programme d'immersion française qu'ils ont là-bas, là, puis ils voulaient pas renouveler ça. Puis moi, j'avais fait 3 spectacles au Capitole de Moncton, qui est à peu près 1000 places, en plein cœur de la ville, 3 soirs, tu sais. Puis juste quand ça se passait, puis j'en ai parlé un peu, puis c'est fou comment les gens étaient fiers de leur identité là-bas. Ça, c'est tellement beau, c'est tellement riche, je trouve, d'avoir des communautés francophones un peu partout au Canada, que j'espère que ça va... Tu penses-tu ici au Québec que le français est menacé? Ben... Tu sais, il y a le Québec puis il y a Montréal. C'est 2 mondes. Complètement. Et quand je me promène au Québec, je trouve pas... Non. À Jonquière, j'ai aucune inquiétude. Après ça, les anglicismes, je pense pas que les jeunes d'aujourd'hui font plus d'anglicismes que nous. Je pense que c'est pas les mêmes. Ils font pas les mêmes anglicismes. Fait qu'on dirait qu'il y en a plus, mais je pense que c'est juste différent. J'ai l'impression. Il y a des choses que nous, on disait en français quand on était jeunes, que eux vont dire en anglais maintenant, mais je pense que l'inverse est vrai aussi. C'est ça aussi, on revient au défi, puis au travail qu'on fait de la langue. Tout le monde en parle. Fred Pellerin, la dernière fois qu'il est allé, il a dit quelque chose que j'ai toujours pensé.
Puis j'ai trouvé tellement pertinent où il disait que c'est un peu notre responsabilité à nous, les artistes, ou en tout cas les gens qui ont accès aux médias, de la rendre agréable, cette langue-là, puis de donner le goût aux jeunes. La faire jazzer, comme il dit. Tout à fait. Je sais pas s'il a dit ça, mais OK, bon, parfait. Ben, je trouve qu'il a tout à fait raison. Donc, pour revenir au Québec, c'est pas nécessairement qu'il y a trop d'anglophones, c'est que des fois, les francophones font un usage épouvantable de la langue, puis des fois... je trouve que maintenant, il y a des mots en anglais, il y a des anglicismes qui arrivent puis dont on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin de ça. Il y a des mots, qu'est-ce que ça donne? T'sais, on revient à pogner un flat, des fois, ça se dit tout seul, mais il y a d'autres choses qu'on... On dirait que c'est plus dramatique que de faire une crevaison. Hein? Pogner un flat. Oui. On dirait qu'il y a quelque chose... déprimé, une crevaison, on dirait que... Je sais pas. On dirait que c'est le fun. Oui. J'ai pogné une crevaison, j'allais à la boulangerie, on m'a fait un petit sandwich. Il y a quelque chose de plus ludique. Mais... au Québec, en dehors de Montréal, en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétude. C'est sûr qu'en ville, moi, je cours beaucoup sur le Mont-Royal, tu sais, puis pour vrai, c'est rendu que quand j'entends des Québécois, je me retourne comme quand t'es en Espagne puis t'entends des Québécois. Mais oui. Je connais pas les chiffres de ça, mais il y a vraiment un clivage là, net entre l'île et le reste du Québec, clairement. Y a-tu des mots que tu détestes, des mots que tu adores dans la langue française? Ben moi, dès qu'il est question de la couleur cramoisie, il y a quelque chose qui... C'est vrai. Il y a quelque chose... Le mot est pas beau. On l'entend pas souvent. Ouais. Moisi, c'est pas beau. Il y a le mot moisi dedans. Et je sais pas, dès qu'il y a quelque chose de cramoisi, ça peut pas être heureux. Oh, on est arrivé, il y avait un coucher de soleil, cramoisi. On buvait un Riesling. Non, c'est jamais agréable. Non. Quelque chose de cramoisi. Et j'aime beaucoup en filigrane. Ça, en filigrane, c'est vrai que c'est qu'on n'utilise pas beaucoup, puis de temps en temps, quelqu'un va le sortir. Puis j'aime ça, l'image en filigrane, passer en filigrane discrètement dans la marge. Ça fait un beau titre. Côté, en filigrane, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut te souhaiter 1000 bons choix pour éliminer les 1000 mauvais? Mon Dieu, c'est si beau. Hein? Ben oui, personne ne m'a souhaité ça. Ben, merci, Dani. C'est bien gentil. Merci, Dani. Le balado Fou des mots est une création originale de Coyote Audio avec la participation financière de l'Office québécois de la langue française. Réalisation, Nathalie Pelletier. Recherche, Isabelle Lacasse. Prise de son, Francis Thibault. Musique, François Terrien. Mixage, Underground. Concept et production, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Je m'appelle Danny Turcotte et je vous invite à écouter d'autres épisodes de Fou des mots. Vous découvrirez ce que Mathieu Bouillon pense de la langue dans la publicité. Un mot qui était à la mode, c'était aspirationnel. Ça voulait dire « je veux que les gens aient envie d'être ces personnes-là ». Une pub de bière, là, où tu vois comme des beaux jeunes qui font le party. Ça, c'est aspirationnel.